Cette semaine au Balado, on reçoit le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, qui nous explique sa stratégie pour faire face aux éventuels tarifs des États-Unis. Et Jérôme Blanchet-Gravel nous explique comment les médias traditionnels peuvent profiter de la crise. Sans oublier votre grand enjeu de la semaine. Tout cela et bien plus dans votre Libre Podcast. Bonjour et bienvenue à votre Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine, Libre Média. Je suis votre animateur, Francis Denis, en compagnie de mon collègue et rédacteur en chef à Libre Média, Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Bonjour, Francis. Notez que l'ensemble des sujets discutés au cours de ce balado sont également traités en format écrit sur le site web de Libre Média au libre-media.com. Alors, mon cher Jérôme, pour cette première partie du balado, aujourd'hui, nous avons la joie d'être en compagnie du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. Éric Duhem, bonjour. Bonjour. Éric Duhem, avant d'entrer dans l'actualité, puisque véritablement, vous faites votre grand retour dans une semaine très, très chargée, pourrions-nous dire, mais parlez-nous un peu de votre état de santé, puisque vous avez dû vous absenter pendant quelques semaines pour des problèmes de santé. Parlez-nous comment se passe votre retour. Ben écoute, ça va très, très bien. J'ai effectivement pris 7 semaines de convalescence parce que le 6 décembre dernier, j'ai subi un infarctus. Et donc, c'est ça, j'ai eu un peu peur pour la suite, mais heureusement, j'ai été très bien traité et j'ai eu une convalescence. Les gens ne réalisent pas, mais quand on fait une crise cardiaque, sur le coup, c'est très douloureux, c'est très problématique. Puis on a beaucoup de complications, mais rapidement, dès qu'on a une intervention, moi, j'avais 3 artères du cœur de bloquées. Dès que ça a été débloqué, dès que j'ai eu des espèces de tuteurs à l'intérieur de mon cœur pour m'assurer que ça ne referme plus, depuis ce temps-là, je me sens mieux qu'avant, mais il faut quand même donner du temps au temps, parce que le cœur, c'est un muscle, il faut donner le temps de refaire nos forces, et c'est pour ça que j'ai pris, là, puis c'était aussi la période des fêtes, donc c'est pour ça que j'ai pris quelques semaines à l'extérieur là, de la faune politique. Mais le retour se fait en force. Puis effectivement, comme vous dites, l'actualité a jamais été aussi généreuse pour la politique québécoise et canadienne. Là. Oui, on va en parler justement. Mais M. Duhem, est-ce que vous avez lié directement, je pense, votre infarctus à un surmenage lié au travail? Hein? Donc, c'est votre rôle de chef qui vous a un peu mené là. Quelles sont vos résolutions? Comment vous pouvez rester aussi actif tout en vous ménageant finalement? Mais d'abord, j'ai pas le profil d'un cardiaque. Là. C'est-à-dire que je fume pas, je consomme pas d'alcool en quantité excessive, je me drogue pas, j'ai pas de surpoids, je suis quelqu'un qui est très actif. J'ai couru une 12aine de marathons dans ma vie. Donc, je m'entraîne. Même la journée où j'ai subi mon infarctus, j'étais au gym quelques heures avant. Et donc, j'ai pas le profil. Cela étant dit, oui, il y a le stress dû au travail et à la vie en général, mais il y a aussi la génétique. Je viens d'une famille où du côté maternel, mon grand-père, mon arrière-grand-père ont eu des gros problèmes cardiaques, ma mère a eu des problèmes cardiaques. Donc, je viens d'une famille où il y a des antécédents, donc on a un cholestérol génétique. Et ça, je le savais. Hein. Je savais que j'avais un niveau de cholestérol qui était limite pour être médicamenté. Mais étant donné que je faisais beaucoup d'exercices puis je suis très actif, bien, mon cholestérol positif compensait, mais ça n'a pas été suffisant. Puis malheureusement, j'ai subi l'infarctus le 6 décembre. Puis comment je vais pour la suite des choses, pour répondre un peu plus précisément à votre question, c'est sûr qu'il y a des choses que je vais devoir changer. Puis tout le Québec au complet le sait. J'ai pris le Parti conservateur, c'était un petit parti. On avait 400 membres, on était à 1% dans les sondages. Veux pas, j'ai recruté personnellement tous les candidats. Je connais à peu près tous les militants importants dans tous les comtés, toutes les régions. De ce fait, tout le monde a mon cellulaire, j'interviens dans tout le monde a mon courriel. Je suis au cœur de tout ce qui se passe dans la vie démocratique du parti. Et ça, il y a des raisons historiques pour ça, mais le parti est rendu à un point de maturité où le chef n'a pas à s'ingérer dans tout ce qui se passe à la grandeur du Québec. Fait qu'il va falloir que je me concentre là, sur les grands enjeux, sur mon rôle au niveau national et que c'est ça que les officiers du parti puis les représentants au niveau local fassent leur travail là, sans que le chef soit obligé d'intervenir aussi régulièrement. Ouais, on va reparler un peu de la stratégie du PCQ pour la suite, mais bon, les gens veulent savoir d'entrée de jeu, là,
Évidemment, est-ce que vous pensez de la riposte, si on peut appeler ça comme ça, économique du Québec et du Canada face aux menaces, là, parce qu'on sait que Donald Trump vient d'accorder un sursis au Canada là, en échange de quelques concessions comme l'envoi de 10 000 agents à la frontière canadienne. Donc, vous êtes déjà exprimé là-dessus sur les réseaux sociaux, mais pour vous, c'est un mouvement de cancellation. On répond de manière un peu hystérique. Comment vous trouvez ça? Bien, d'abord, le fait qu'on dise qu'il y a un problème à nos frontières, qu'il y a un problème avec l'immigration illégale, qu'il y a un problème avec le crime organisé, avec le fentanyl notamment aussi, je pense que ça, on n'avait pas besoin de Donald Trump pour savoir ça. Là. Même nous, en tant que conservateurs au Québec, on réclame depuis des années qu'il y ait un meilleur contrôle à nos frontières. Rappelez-vous de tout l'épisode du chemin Roxham qui a défrayé les manchettes pendant des années. Donc, c'est rien de nouveau, le laxisme du gouvernement canadien par rapport à sécuriser nos frontières. Donc ça, on peut se réjouir qu'il va y avoir une attention plus importante à ce niveau-là. Sur l'immigration illégale, la même chose. Même les libéraux fédéraux maintenant à Ottawa reconnaissent qu'on est allé beaucoup trop loin puis il y a eu beaucoup de laxisme. Donc ça, c'est des choses qui sont positives. Ce qui est négatif, moi, ce que j'aime pas, c'est la guerre commerciale. On ne gagnera pas en tant que Québécois, on ne gagnera pas en tant que Canadiens, puis même les Américains ne gagneront rien à ce qu'il y ait des guerres de tarifs. Et j'ai trouvé la réponse du Québec très simpliste. Quand j'ai entendu le premier ministre Legault, notamment, dire qu'il n'avait pas bu de jus d'orange, c'est honteux. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Puis le Québec, oui, moi, je suis d'accord. Là. Moi, je suis un autonomiste. Je pense que le Québec serait mieux servi par lui-même à un paquet d'égards, à commencer par nos ressources naturelles, notre énergie. Mais c'est pas de ça dont ces gens-là veulent entendre parler. Si aujourd'hui Donald Trump dit quelque chose et on est obligé d'obéir, c'est parce que le Canada est dans une position de faiblesse et de vulnérabilité. Et ça, Donald Trump, il nous a juste donné un miroir. Puis il faudrait retourner à pourquoi on s'est retrouvé dans une situation de faiblesse comme celle-là. Comment ça se fait que le Québec et le Canada déclinent? Et ça, c'est directement lié, quant à moi, aux politiques, autant de Justin Trudeau à Ottawa que celle de François Legault à Québec. Puis ça, malheureusement, M. Legault n'est pas capable de faire son mea culpa. Il continue à penser qu'il va gérer cette crise-là comme il a géré la crise COVID. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Oui, justement, est-ce que vous avez l'impression qu'on utilise encore la peur, que Legault, je l'ai soulevé dans un éditorial récemment, là, mais que Legault et Trudeau, finalement, ont trouvé un nouveau bouc émissaire pour justifier un peu leur médiocrité, là, un peu sur le modèle de la COVID, justement. Là. C'est ça. Là, ils veulent recommencer à distribuer des chèques aux entreprises puis passer pour les espèces de papas de la nation parce qu'ils ont été très populaires à cette époque-là. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Là. C'est l'utilisation politique. Puis on le voit même en Ontario là, avec l'élection de Doug Ford qui a profité de la crise pour déclencher une élection anticipée alors que l'élection n'était pas prévue du tout. Là. Il était à mi-mandat, un petit peu à peine un peu plus que la mi-mandat. Donc, puis son slogan, le Protect Ontario, c'est encore essayer de faire peur puis dire on va vous protéger. Là, c'est pas contre le méchant virus, c'est contre le méchant président américain. Et il y a beaucoup de similitudes. Puis on voit les médias qui embarquent dans cette folie-là. Je parle pas de vous, là, mais je parle des médias traditionnels. Il y a été une époque où, à la une du journal, on trouvait le Covidio, touriste tata, des slogans comme ça. Aujourd'hui, là, cette semaine, on a vu, là, c'était le mot stupide. C'est pas des arguments, c'est pas de l'information, là. C'est de la propagande en période de guerre, entre guillemets. Là. On est passé de la guerre au virus à la guerre tarifaire, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de similitudes actuellement entre les deux crises. Là. Mais cette similitude, justement, est-ce que, selon vous, Éric Duhem, puisqu'on l'a vu, les règles sanitaires nous ont affaiblis d'une manière exponentielle, est-ce que si jamais il y a des retours des tarifs en 28 jours maintenant, là, s'il y a un retour des tarifs, puis là, il y a véritablement une guerre commerciale qui s'installe, est-ce qu'on va justement peut-être devenir encore plus vulnérable et finalement, c'est un cercle vicieux, là, quel est le point ultime de vulnérabilité qui fait en sorte que là, on va être obligé de se soumettre quoi qu'il en coûte? C'est une bonne question parce qu'effectivement,
on n'avait pas un déficit de 62 milliards à Ottawa, on n'avait pas un déficit de 11 milliards à Québec au moment de l'arrivée de la COVID-19. Là, présentement, on est dans une situation où la distribution de chèques va être beaucoup plus difficile parce que le Canada et le Québec enregistrent des déficits historiques, n'ont jamais été aussi endettés qu'ils sont présentement. Fait que c'est clair qu'ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à agir de la même façon. Moi, j'ai confiance quand même qu'il n'y en aura pas vraiment là, parce que les Américains n'ont pas d'intérêt non plus à ce qu'il y ait des tarifs sur nos produits puis qu'eux-mêmes créent une inflation artificielle puis augmentent les prix pour les consommateurs américains. Cela étant dit, il faut que cette crise-là soit une opportunité pour le Québec et le Canada d'avoir une leçon qu'il faut arrêter d'être dépendant. Je vous donne un exemple très précis. Si demain matin, Donald Trump, ou dans 26 jours ou 27 jours, peu importe, là, Donald Trump décide que le pétrole albertain ne va plus emprunter les oléoducs sur le territoire américain et qu'il coupe le passage de ce pétrole-là à la frontière albertaine et américaine, bien, au Québec, on se retrouve avec 100%, puis qu'il ne veut plus exporter, puis qu'il ne veut plus non plus exporter le pétrole américain au Québec. On se retrouve au Québec avec 0% de pétrole. On va avoir une crise énergétique grave parce que tout notre pétrole présentement provient soit de l'Ouest canadien, soit des États-Unis, mais parce qu'on n'a pas de pipeline qui traverse l'ensemble du territoire canadien puis que tout passe par les États-Unis, bien, on va se ramasser qu'il va y avoir une pénurie de pétrole au Québec. On n'aura plus les stations d'essence vont être vides. Il va falloir se tourner vers des nouveaux marchés, puis ça prend du temps, puis des nouvelles ententes, puis imaginez les prix puis les problèmes qu'on va avoir. Tout ça, là, ça nous dit une chose. Au Canada, on a intérêt à avoir un oléoduc qui part de l'Alberta puis qui s'en vient au Québec et qui ne passe pas dans un pays étranger. Il y a 78% des Québécois, selon le dernier sondage de l'Institut économique de Montréal, qui veulent qui préfèrent consommer le pétrole qui vient de l'Ouest canadien. 78%. Il serait temps de les écouter, arrêter de passer par les Américains. La même chose est vraie pour notre gaz naturel. Présentement, au Québec, on importe 100% du gaz naturel des États-Unis et de l'Ouest, mais encore le même phénomène, là, et beaucoup de gaz naturel aussi qui vient là, de la Pennsylvanie aux États-Unis. Et au Québec, on a la plus grosse réserve de gaz naturel non exploité au monde sous nos pieds. Et on a passé une loi, ou François Legault a passé une loi alors qu'il disait le contraire en campagne électorale, mais il a adopté une loi pour interdire toute forme d'exploitation sur le territoire québécois. Fait que là, il est temps de dire, regarde, on va arrêter de dépendre de Donald Trump, puis on a donné du pouvoir à des étrangers de décider pour notre avenir. Il y a quelque chose qui est complètement fou. Vous prônez une sorte de retour à, évidemment pas l'autarcie, parce que c'est contraire à ce que, évidemment, votre défense du libre-échange, mais un peu comme Pierre Poilievre, il y a quelques mois, là, il était un peu sur cette ligne-là, c'est-à-dire, on l'a vu aussi là, avec la rupture des chaînes d'approvisionnement durant la COVID. Donc, pour vous, Éric Duhem, il faut nous défaire de la dépendance à l'égard des États-Unis, mais en même temps, vous n'êtes pas pour la rupture des liens avec les États-Unis. Là. C'est comme un double mouvement. Là. Non, c'est juste d'exploiter nos ressources comme on a toujours fait. Le Québec s'est toujours développé parce qu'on a exploité nos ressources. Là, on a écouté beaucoup les environnementalistes ces dernières années. On a eu une autre campagne de peur. Là, on parle de la peur des tarifs, de la peur de la COVID, mais il y a la peur aussi du climat. Là. Et c'est toujours c'est la même logique politique qui utilise la peur pour instrumentaliser toutes sortes les gens. Et on le voit, là. La planète, on n'a pas sauvé la planète parce qu'on importe du gaz naturel des États-Unis plutôt que de prendre celui qu'on a en dessous de nos pieds. Là. Au contraire, c'est encore pire. Puis si on avait, au Québec, effectivement, dit oui, par exemple, à GNL Québec, puis si on avait dit oui à l'exploitation du gaz naturel dans la vallée du Saint-Laurent, bien aujourd'hui, on exporterait, parce que moi, je suis un libre-échangiste, comme vous le dites, là, on exporterait ce gaz naturel-là en partie en Europe pour aller remplacer des centrales au charbon par du gaz naturel pour être 60% plus verte, pour émettre moins de gaz à effet de serre. Donc, le Québec pourrait même avoir un avantage, un intérêt au niveau environnemental à aller dans ce sens-là. Puis évidemment, économique, on ne se le cachera pas, là, c'est des jobs très payants dans cette industrie. Et on choisit de délocaliser la pollution puis de s'appauvrir au nom de l'environnement pour bien paraître. C'est ça, au nom de la sorte de supériorité morale. Là, on ne veut pas se salir les mains. Mais parlons justement de libre-échange. Avez-vous l'impression
que vous devez faire un peu de pédagogie auprès même de certains de vos militants qui appuieraient peut-être les mesures de Donald Trump, le protectionnisme, alors que le protectionnisme, il n'y a pas si longtemps, était plus associé même à la gauche altermondialiste, même aux gauches souverainistes en Amérique latine. Hein. Donc, tu sais, l'opposition au libre-échange, c'était plutôt à gauche il n'y a pas si longtemps. Et là, on se retrouve avec un Donald Trump qui va chercher un peu à gauche. Hein, finalement, c'est le grand paradoxe de la nouvelle droite ou de la droite punk, comme je l'ai appelé récemment. Donc, est-ce que vous avez l'impression, vous, auprès de vos militants, de devoir insister à nouveau sur non, nous, on reste on prône encore le libre-échange, là. Est-ce que vous. Oui. C'est sûr que j'ai un devoir de rappeler ça, mais ce qui est le plus dur, c'est pas la question du libre-échange, c'est la question actuelle des boycotts. Parce que je vois que plusieurs de nos militants se mettent à dire ah, là, moi, je vais boycotter le Heinz, puis je vais prendre du ketchup canadien, puis puis là, toutes sortes de j'irai plus chez Costco, j'annule mon voyage en Floride, je vais aller à Cuba cet hiver à la place. Écoutez, des affaires folles comme ça, là. Et il y a beaucoup de pédagogie à faire, là, pour expliquer que c'est pas la meilleure façon de faire. La dernière chose qu'on a besoin, c'est des campagnes de boycott du côté américain et canadien. C'est pas comme ça qu'on va rétablir les ponts et qu'on va redévelopper notre relation de confiance avec notre principal partenaire économique. Puis l'autre affaire, c'est que c'est contre-productif. Les gens pensent qu'en n'allant pas chez Walmart ou chez Costco, ils vont sauver le Québec et qu'ils vont faire mal aux Américains. Je ne sais pas s'ils le savent, mais ils vont faire mal d'abord et avant tout là, à la petite madame qui vend chez le Costco, puis au monsieur qui travaille chez Walmart, là, puis aux les 600 employés qui travaillent à l'usine de Heinz à Montréal. C'est eux autres à qui on va faire mal. On va se tirer dans le pied à plusieurs égards. Fait que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de pédagogie à faire présentement parce qu'il y a des médias puis il y a des gens qui sont partis dans une campagne de boycott là, qui n'a ni qu'une tête. C'est ça, parce que là, il n'y a pas si longtemps, on boycottait la vodka russe et là, on boycotte les produits américains. Donc, il reste à peu près juste la Chine, peut-être la Turquie a cancellé. L'Inde, on l'a déjà pas mal cancellé au Canada. Vous savez que nos très bonnes relations avec les sticks. L'Arabie Saoudite, on l'a pas mal cancellé aussi. L'Iran, c'est pas mal cancellé aussi, bon, pour des meilleures raisons, tant qu'à moi, mais il nous reste quelle puissance à canceller, là, Éric Duhem? C'est une bonne question. Puis là, on a oublié aussi Amazon, là, toute la tragédie d'Amazon avec la CSN qui est dans une guérilla contre le géant de la distribution. Là. Ces mouvements-là, c'est totalement irrationnel. Là. Puis, si Amazon a quitté le Québec, là, c'est pas d'abord, ça n'a rien à voir avec les tarifs, ça a tout à voir avec les lois pro-syndicats au Québec, puis anti-entrepreneurs, puis anti-investisseurs. Là, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on est francophone ou le fait qu'il y a une guerre avec les Américains. Mais mais le mouvement de boycott, les gens mélangent tout. Là. Donc, il y a beaucoup d'explications à faire. Puis c'est plate parce que j'ai l'impression présentement que nous, on a un discours très rationnel, mais le discours de l'autre côté, il est très émotif. Puis c'est une espèce de combat entre les émotions et la raison. Et ça devient très difficile de gagner ces combats-là parce que tu n'as pas besoin d'argumenter quand tu es émotif. Tu écris stupide, puis tu mets la photo de Donald Trump à la une du journal, puis les gens s'excitent. Oui, puis tu as l'impression d'avoir fait quelque chose alors qu'il ne se passe absolument rien. Y a-t-il quelque chose un peu de l'impuissance des Québécois et du Canada en général qui se retrouvent dans ce type de réflexe de boycotter, d'espèce de je garde ma pureté devant l'autre qui prend des chemins différents, je refuse de même dialoguer avec lui. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'impuissance qui, bon, au moment où est-ce qu'on n'a plus d'action, on n'a plus de moyens d'agir sur notre propre destin au niveau économique et politique, finalement, on se replie sur une posture morale parce que ça nous donne l'impression d'exister, mais finalement, ce n'est qu'une posture morale qui, dans les faits, n'aura absolument aucune conséquence. Et la seule conséquence que ça peut avoir, parce que celui qui n'agit pas, finalement, recule, c'est justement de creuser notre tombe. Ben oui, c'est exactement ça qui est en train de se produire. Puis le drame, c'est que c'est long à expliquer ça aux gens. Il faut les prendre un par un, puis il faut leur expliquer. Ça prend des arguments, contre-arguments, puis c'est très, très logique.
Mais est-ce que ça prend des arguments, justement? Est-ce que c'est pas un esprit, c'est-à-dire un esprit de dynamisme, un esprit d'entrepreneur, un esprit plutôt de la jeunesse? Même dans la campagne électorale, certains ont noté que Donald Trump, une des raisons pour lesquelles Donald Trump a gagné, le Parti républicain a gagné, c'était parce que la campagne électorale de Donald Trump avait l'air le fun, tandis que du côté de Kamala Harris, ça avait l'air d'un enterrement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose du fun à aller chercher au niveau stratégique, là, même pour la campagne électorale, puisque les arguments n'ont aucun poids? Et là, c'est un constat que peut-être on fait ensemble aujourd'hui. Doit-on pas justement essayer de convaincre par un dynamisme, mais plus que ça, avoir du fun, avoir l'impression que c'est du côté conservateur que le party est là. Il faudrait que j'embauche Village People puis que je commence à danser sur YMCA, mais... Mais c'est ça, le carnaval, ça figure du carnaval employé par le fameux essayiste d'Ampoli. Donc, moi, je parlais d'une droite punk, donc... la droite Mais on peut penser aussi au New Yorker. Je ne sais pas si vous avez vu la couverture du New Yorker avec cette jeunesse, cette nouvelle jeunesse qui est là. C'est comme les années 80 qui reviennent et là, ils mordent dans la vie et qui veulent continuer. Est-ce que c'est pas ça, justement, peut-être l'arme secrète du côté conservateur qui pourrait éventuellement faire des gains? C'est très, très intéressant ce que vous dites là parce que, puis on le voit, moi, je me souviens pas, j'ai suivi la politique toute ma vie, j'ai même regardé bien avant nous. On n'a jamais vu un mouvement à droite conservateur être aussi populaire chez les jeunes puis aussi peu populaire chez les personnes âgées. Il y a eu un renversement au niveau démographique. La division au Québec n'est plus entre les francophones et les anglophones par rapport à nous. Elle est en fonction de l'âge. Le Parti québécois a rendu public un sondage il y a quelques semaines dans la circonscription d'Arthabasca. Il va y avoir une élection partielle où c'est très compétitif entre nous et le Parti québécois. Puis, ce qu'on remarque, c'est que chez les 50 ans et moins, le Parti conservateur du Québec mène par plus de 20 points de pourcentage sur les péquistes. Et chez les 65 ans et plus, on perd par 20 points. Donc, c'est pas mineur, le 20 pour des gens qui ont essentiellement le reste du profil sociodémographique qui est pas mal similaire. C'est tous des francophones de souche, dans la même région, des mêmes familles, mais il y a un écart là, de plus 20 chez les moins de 50 ans, puis le moins 20 chez les 65 et plus. Donc, l'avenir est à vous, finalement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être en boycottant le pétrole, on va empêcher les autobus de se rendre dans les CHSLD pour faire voter le monde aux prochaines élections? Non, mais je pense que ça revient à ce que vous disiez un peu plus tôt, c'est le dynamisme de la jeunesse. Puis ça, rappelez-vous, on va parler de marketing un peu, là, mais la guerre entre Coke et Pepsi, là, Pepsi, quand c'est devenu le choix d'une nouvelle génération, Coke a essayé de jouer ça classique pour montrer qu'eux, ils étaient le choix, puis ils visaient les parents, parce qu'ils disaient de toute façon, c'est les parents qui achètent les boissons gazeuses puis qui font l'épicerie. Et ça a été une grosse erreur, parce que personne ne voulait être associé aux personnes plus âgées, puis tout le monde, même les plus âgés, voulait être associé à la jeunesse. Et s'il y a une clé au niveau marketing politique pour nous, elle est peut-être là. Il faut démontrer puis avoir l'image de ce que nous sommes, c'est-à-dire des gens qui sont jeunes, qui sont dynamiques. L'autre chose que je remarque quand je fais le tour des régions, ce que je vois beaucoup, c'est que les forces vives sont avec les conservateurs. Tu arrives dans une ville, tu vas voir la directrice générale de la ville, tu vas voir le plus gros entrepreneur de la ville, tu vas voir le gars qui organise tout, tu vas voir le gars qui est responsable de l'équipe sportive locale. Ces gens-là sont très conservateurs. Et quand tu arrives puis ils sont très productifs. Et quand tu arrives dans des milieux où les gens vivent plus avec des chèques du gouvernement de toutes les formes possibles et imaginables, bien là, on est accueillis beaucoup plus froidement. Donc, est-ce que vous avez, quelques années plus tard, parce que ça fait quand même fait combien d'années, là, M. Duhem, que vous êtes chef ça va faire 4 ans au mois d'avril. Ça va faire 4 ans. Est-ce que vous avez encore l'impression de nager autant contre-courant ou vous sentez que finalement, là, le message commence à passer malgré le climat de peur alimenté par les grands médias, etc.? Encore une fois, je reviens un peu à la même réponse que précédemment, c'est-à-dire que chez les jeunes, le courant passe 10 sur 10. Là. Quand je vais dans un cégep ou quand je vais dans une entreprise, je vois qu'il y a eu un changement majeur dans les 3-4 dernières années. Là. Mais encore là, il y a un certain âge. Puis c'est pas nécessairement juste sur le fait que les gens vieillissent ou pas. Là. C'est la façon dont ces gens-là s'informent.
sais, les gens qui écoutent, je m'excuse de les mentionner, mais qui écoutent RDI puis LCN du matin au soir, là, d'abord, ils n'entendent jamais parler de moi, puis quand ils en entendent parler, c'est très négatif. Puis à part ça, ils n'ont pas de source d'information. Donc, c'est sûr que ces gens-là, a priori, là, ils n'ont pas une impression très positive des idées conservatrices. Alors que quand j'arrive avec les plus jeunes, bien, c'est sûr qu'ils écoutent des podcasts comme celui qu'on est en train de faire, puis ils sont dans un autre univers. Et eux, ils me connaissent sous mon vrai jour, puis ils ont entendu des affaires sur TikTok, ou ils ont entendu n'importe. Et ils ont une autre impression. Donc, l'évolution s'est faite là. Puis je remarque que ça fait pas longtemps, 4 ans là, dans l'histoire du Québec, où c'est rien, là. Mais déjà, il y a une grosse différence au niveau de la transmission de l'information puis des idées au Québec. Ça va à la vitesse grand V. J'ai l'impression qu'à toutes les années, on va plus vite que dans la dernière décennie, là. Il y a comme une accélération de ce phénomène-là chez les plus jeunes. Puis on est devenu, il y a comme 2 Québec dans un, c'est comme 2 réalités un peu parallèles au niveau de l'information puis de la circulation des idées. C'est clair. Donc, votre objectif réaliste pour les prochaines élections de 2026, ce serait combien de députés à peu près? D'abord, j'ai des ambitions avant 2026. Oui. J'espère gagner la circonscription d'Arthabasca. Je pense qu'on va être très compétitif. Ça serait le jour et la nuit. Oui, d'ailleurs, vous avez demandé aux autres partis de vous laisser le champ libre. Bon, ce qui a fait qui a fait évidemment réagir des gardiens du système. Là. Est-ce que vous maintenez... J'ai pas tout à fait demandé ça. C'est que Denis Coderre, candidat à la direction du Parti libéral du Québec, a dit qu'il souhaitait que le Parti libéral ne présente pas de candidat contre moi. Il y a une tradition au Québec où, effectivement, dans plusieurs élections partielles, quand des chefs se sont présentés, ils n'ont pas eu à faire face à des adversaires de d'autres partis. C'est arrivé, par exemple, notamment à Pauline Marois, dans Charlevoix, qui n'a pas eu de candidat libéral contre elle. C'est arrivé aussi dans la circonscription de Gouin, oui, quand Gabriel Nadeau-Dubois s'est fait élire, le Parti québécois n'a pas présenté personne contre lui. Ça devait arriver dans Marie-Victorin si Paul Saint-Pierre Plamondon y avait été il y a 3 ans. Le Parti libéral avait déjà annoncé qu'il ne se présenterait pas aux élections. Donc, c'est déjà arrivé. Puis là, quand Denis Coderre l'a dit, moi, tout ce que j'ai dit, j'ai trouvé ça élégant, mais qu'il se présente ou qu'il ne se présente pas, nous, on va se battre pour gagner le comté. Fait que ça risque d'être quelque chose qui va changer le cours des choses avant même l'élection. L'autre chose qui va changer, c'est pas directement relié à nous, mais ça va avoir un gros impact sur la politique québécoise. Puis c'est l'élection fédérale qui va avoir lieu dans quelques semaines. Parce que veut pas, on va se retrouver avec un gouvernement conservateur probablement majoritaire. Et là, les Québécois ils vont voir qu'est-ce que ça veut dire, comment on décline ça dans leur vie quotidienne. Et je pense que ça peut effectivement avoir un impact direct sur les intentions de vote au niveau du Québec. Non, vous n'y croyez pas, là. Mark Carney, minoritaire, ça a été évoqué même par des partisans proches du Parti conservateur sur les réseaux sociaux. On n'est pas là pour vous, là. Heureusement, j'espère. Il faut toujours être prudent en politique quand il y a des mouvements très rapides, là. Le phénomène de la nouveauté, habituellement, ce qui monte vite redescend vite en politique. Je me souviens, j'étais assez vieux pour me rappeler de Kim Campbell quand elle a succédé à Brian Mulroney, puis tous les sondages la mettaient en avance. Elle a fini avec 2 députés. C'est très difficile pour quelqu'un qui arrive, surtout comme M. Carney, qui n'a aucune expérience politique, qui est très associé aux idées de Justin Trudeau en termes de bagages, qui ne connaît pas l'équipe qui va être autour de lui, qui est avec un parti qui est usé à cordes. Ça va être difficile. Donc, puis le fait que les attentes montent actuellement, ça va être encore plus difficile parce que les attentes vont être qui gagnent. Fait que même s'ils faisaient un score respectable et ils sauvent 40 ou 50 sièges, on va dire que ça a été un échec retentissant, là. Alors, Éric Duhem, on peut vous souhaiter éventuellement, j'espère qu'on va pouvoir se reparler d'ici là, mais un bon 4e anniversaire comme chef du Parti conservateur et peut-être que ça pourrait être une idée de faire un méga party avec toute la jeunesse pour pouvoir fêter ça et de montrer que du côté conservateur, c'est là que le fun réside, on pourrait dire. Je vais demander à Génération Ambition de nous aider, là, les jeunes, l'aile jeunesse, parce que c'est vrai qu'il faut le mettre en évidence parce que c'est la réalité. Il faut qu'on soit capable que cette réalité-là soit peut-être un peu plus visible. Puis je vous remercie de me le rappeler. Là, ça va faire partie de nos priorités des prochains mois. Excellent. Très bien.
Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un grand plaisir. Au revoir. Alors, Jérôme, on voit que il y a de l'énergie au Parti conservateur, puis on voit qu'il y a une vague de fonds là, qui associée au conservatisme, mais tous les conservatismes là, au pluriel, on pourrait parler du libertarianisme, conservatisme au niveau économique et libre-échange et tout ça. Là, on sait qu'il y a des courants, disons, complémentaires, mais parfois opposés au sein du conservatisme. Là. Donc, on voit que Éric Duhem essaie de bien rassembler tout ça. Qu'est-ce que tu as pensé de notre entrevue avec lui? Je trouve que c'est une bonne entrevue. Éric Duhem est assez sincère aussi, je pense, dans ses réponses. Le défi pour le Parti conservateur du Québec, ça reste quand même de devenir plus qu'un QS de droite. Hein. On a eu plusieurs textes à Libre-Média là-dessus. Donc, je pense que les gens avaient compris que c'est ça, le PCQ pouvait devenir l'équivalent de Québec solidaire à droite, mais est-ce qu'on va pouvoir dépasser ça? Dans un contexte où... Qu'est-ce que tu veux dire? Peux-tu juste expliquer un peu là, qu'est-ce que tu entends par QS? QS D'abord, droite? en termes de députés, c'est-à-dire, QS actuellement a quoi? Une douzaine de députés à l'Assemblée nationale. Donc, puis le QS reste un parti quand même marginal, malgré tout, sur la scène politique. Donc, on souhaiterait au PCQ qu'il dépasse ce stade de la marginalité, là, quand même, même si avec 12 députés, ce ne serait pas suffisant à long terme pour s'imposer comme une force politique là, déterminante dans le paysage. Donc, quand je dis QS de droite, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas la formule de bas-côté là, qui va dire on met des conditions d'indépendance. Je pense qu'il a fait une sorte de boutade récemment là, en jouant sur cette image-là. C'est pour le PCQ, c'est ça, d'aller au-delà d'un parti qui a 12 députés et qui est associé dans le système à une marginalité, c'est-à-dire un parti radical, entre guillemets, parce que c'est quand même comme ça qu'on aime le dépeindre. Je pense que pour QS, c'est beaucoup plus mérité comme étiquette, surtout maintenant avec des Rouba Ghazal, et ça doit expliquer en bonne partie l'absence prolongée de M. GND, hein, qui est parti pour des raisons familiales. C'est rendu l'excuse maintenant numéro 1 chez les politiciens, la famille. Mais justement, pour ce parallèle-là avec QS, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, quelque chose qui manque de QS chez Éric Duhem et son Parti conservateur, c'est-à-dire une certaine sauce populiste? Oui, bien sûr. Il l'a dit lui-même, là, Éric Duhem, c'est-à-dire qu'il est très rationnel, il manque un peu ce côté la subversion émotionnel et tout ça, tandis que au niveau à gauche avec QS, on est dans la démagogie extrême, on est dans le populisme de gauche le plus dégoulinant, là. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à apprendre sans se rendre jusqu'à cet extrême-là de la démagogie de Québec solidaire de gauche? Est-ce qu'il pourrait apporter un peu plus de sauce justement à son populiste, là, à son mouvement au Parti conservateur? Quelque chose de plus punk, comme on disait il y a quelques épisodes. Je pense que oui, Duhem doit s'inspirer de ce qu'on voit ailleurs. Donc, les styles éclectiques, les figures un peu côte de cuir, décoiffées. Bon, on ne demandera pas à Éric Duhem non plus d'adopter une nouvelle coupe de cheveux ou porter le fameux, le perfecto. Mais je pense que oui, il devrait aller chercher un peu cette énergie-là qu'on voit dans toutes les droites populistes actuellement en Occident, là, de Javier Milei. Mélanie ne rentre pas exactement à cette figure-là, mais le mouvement 5 étoiles, qui était plus à gauche quand même, en Italie, fonctionnait avec cet esprit-là. Donc oui, je pense qu'il doit jouer sur ça. C'est encore un peu la figure du carnaval, évidemment sans devenir incendiaire, parce que le problème ça reste le Québec et le médiatique et institutionnel. Donc, Duhem reste... Mais les jeunes, on peut penser à Mélanie, justement, des fois, on la voit, elle est dans sa voiture et là, elle part sur un grand discours, pour ceux qui ne parlent pas italien, mais en italien, elle part, puis là, elle dit des choses dans sa voiture, comme ça, blablabla, blablabla. Est-ce qu'il manque un peu de ça, peut-être, chez Éric Duhem? Il y a une gestion des réseaux assez spontanée, assez souple.
Mais Mais pas assez senti, pas assez, par exemple, ça n'a pas de bon sens, qu'il se passe telle chose, ou un peu à la Acid Blais, là, je ne sais pas si tu connais sur TikTok, et lui, il ouais, part, ouais. il est frustré par par la circulation à Montréal, et bang, sur le poids de l'émotion, il se laisse aller. Ou peut-être que ce n'est pas nécessairement Éric Duhem comme tel, peut-être qu'il doit garder cet aspect-là, mais il faudrait qu'il y ait des jeunes qui soient dans cette culture-là. Là. Après, c'est un double mouvement. On a beaucoup quand même reproché au PCQ, son manque de professionnalisation, de professionnalisme. C'est quelque chose sur laquelle Duhem a beaucoup travaillé ces dernières années. Hein, la professionnalisation du PCQ, on a entendu ça souvent. C'est un parti, qui n'est pas si jeune que ça. Il y avait Adrien Pouliot avant à sa tête, mais c'est un parti qui n'avait pas les ressources des autres partis traditionnels. Donc, il a dû remonter la pente beaucoup plus vite à ce niveau-là. Donc, comment emmener cette énergie punk au PCQ sans se faire accuser de ne pas être professionnel, encore une fois, par les grands médias, etc. Ça reste un jeu d'équilibriste. Là. En même temps, les grands médias, on s'en fout. Mais beaucoup de gens ont reproché graduellement, aussi, on s'en fout de plus en plus. À chaque jour qui passe, ouais, je sais, plus on s'aperçoit de leur manque d'influence. Et peut-être, c'est justement, il faut à un moment donné mettre un pied à terre et faire véritablement comme s'ils étaient insignifiants. Là. Et là, c'est ce qui nous amène à ton éditorial, parce que c'est ce dont j'aimerais qu'on discute ensemble, mon cher Jérôme, un éditorial que tu as écrit qui est disponible sur le site web de Libre Média au libre-media.com. Son titre, le cadeau de Donald Trump à l'establishment canadien. Alors, selon toi, les grands médias préparent en quelque sorte un coup d'État contre le peuple canadien. Oui, je vais assez loin dans cet édito-là. Et pour dénoncer, en fait, encore une fois, l'utilisation de la peur, ou de ce qu'on appelle aujourd'hui plus l'inquiétude, hein, parce que le terme inquiétude s'est imposé tout naturellement. Hein, on est toujours inquiet. Donc, ce n'est plus je pense, donc je suis, mais je suis inquiet, donc je suis depuis quelques semaines au Canada. Donc, on est toujours inquiet finalement. On ne compte plus les articles de presse qui ont un titre je suis inquiet. Donc, c'est toujours, je ne sais pas, Donald Trump, les tarifs, les épiciers inquiets, les retraités inquiets, tout le monde est inquiet. Et là, on est face à un technocrate, Mark Carney, qui par ailleurs a un parcours professionnel remarquable, mais qui est carrément parachuté par les médias traditionnels et qui est présenté grâce à toute une mise en scène comme le stratège providentiel capable de sauver le Canada des tempêtes économiques provoquées par Trump. Là, il y a eu un sursis, on l'a dit tantôt avec Jim, un sursis de 30 jours, on le sait, en échange de quelques concessions d'Ottawa. Est-ce que ça va tenir? On va voir. Mais on est devant un establishment canadien et québécois, parce que François Legault est aussi là-dedans, qui utilise finalement l'inquiétude provoquée par les menaces de Trump pour justifier son maintien au pouvoir. Donc, on est devant une véritable machination, ou plus simplement une stratégie. Mais pour moi, cette stratégie, c'est une insulte à l'intelligence des citoyens, parce que d'abord, les grands médias travaillent actuellement de cette façon-là contre l'alternance du pouvoir. Je pense qu'après une décennie de gouvernance libérale catastrophique, c'est absolument nécessaire que les conservateurs prennent le relais, du moins un certain temps. Et en général, dans les systèmes britanniques, ça fonctionne comme ça aussi. Là, c'est quand même rare au Canada qu'un parti va dépasser une décennie. Là. Donc, si Carney réussissait cet exploit-là avec le concours des grands médias de peut-être avoir un gouvernement minoritaire, Duhem n'y croit pas, je n'y crois pas exactement encore, mais ça a quand même été évoqué. Donc, si le PLQ, avec le concours des grands médias, réussissait cet exploit-là, moi, je pense que oui, ça prendrait la forme de, je le mets entre guillemets, évidemment, d'une sorte de coup d'État contre le peuple canadien, parce que pour moi, c'est ça, ça relève de la mise en scène, c'est du théâtre médiatique. Et là, de plus en plus, on s'aperçoit qu'on est devant la manipulation, finalement, de l'opinion publique. Oui, puis on voit aussi qu'ils sont prêts à aller jusque-là, parce que la prorogation du Parlement dans un temps de crise comme celui qu'on est en train de vivre, avec un premier ministre extrêmement affaibli qui n'a absolument plus aucune légitimité, tellement pas de légitimité qu'il ne se reconnaît pas lui-même sa propre légitimité puisqu'il a annoncé son départ. Il y a quelque chose d'un peu malsain. D'une certaine façon, on est un peu dans Machiavel au sens strict. Là. C'est du machiavélisme dans ce qu'il y a de plus bas, au sens où tout ce qu'ils veulent, c'est garder le pouvoir et sachant très bien que c'est eux qui ont mené à cette position de vulnérabilité. Et ils sont prêts à maintenir le coup que pour pouvoir maintenir le
le pouvoir. Donc, c'est difficile à comprendre pour ceux qui ont encore un peu de moralité, au sens où est-ce qu'on peut se dire, ben, voyez bien que la recette ne fonctionne pas, la recette nous a menés où nous sommes, et là, nous voulons poursuivre et signer. Il y a quelque chose d'assez incompréhensible là, que les gouvernants veulent à ce point garder ce qui reste d'une aura de politiciens où il y a on est dans la petite politique là, extrême. Ah oui, c'est ça. Ben, j'utilise le terme, moi je dis quasi machiavélique. Bon, parce que évidemment, les dirigeants canadiens ne sont pas responsables des frasques de Donald Trump, mais ils vont utiliser donc la crise provoquée par lui. Mais selon toi, est-ce que c'est vraiment Donald Trump qui, par lui-même, a décidé de mettre le Canada dans sa... parce qu'il n'offre pas au Mexique de devenir le 51e État. Il demande au Canada. Il y a quand même un peu plus d'indulgence au sens... pour le Mexique, non, pour le Canada, au sens où il offre au Canada de devenir le 51e État. Il n'offre pas ça au Mexique. Non, pour lui, devenir américain, c'est quelque chose de très précieux. Donc, est-ce que c'est... Pour moi, ben, ça, c'est mon opinion, disons mon pif, là, qui essaie de me montrer que si le Canada n'était pas dans une position d'affaiblissement et une position où est-ce qu'il n'utilise tellement pas ses ressources naturelles que ça devient un dent et qu'il néglige tellement ses frontières au sud comme au nord, et il néglige tellement disons, la qualité de ses politiciens, il néglige tellement son armée, il néglige tellement trop de trucs que ça devient, ce manque de leadership devient un poids supplémentaire pour les États-Unis. Et donc, nous allons les forcer à agir comme il se doit, malgré le fait qu'ils ne sont pas capables par eux-mêmes, finalement. Donc, est-ce qu'il y a... Tandis que le Mexique, c'est autre chose, là. Mais moi, je le voyais plutôt à l'inverse. J'ai l'impression, au contraire, que Trump respecte plus le Mexique que le Canada. Les gens vont dire, oh. Pourquoi? Parce que, d'abord, le sursis qui est accordé au Mexique et ensuite au Canada quelques heures plus tard, c'est en l'échange des mêmes concessions, mais pour deux pays extrêmement différents. C'est-à-dire le seul fait que Trump nous impose à nous, Canadiens, les mêmes mesures, les mêmes concessions que celles imposées au Mexique, alors que le Mexique a 10 fois, voire 100 fois plus de problèmes structurels d'insécurité. C'est tant qu'à moi, on est dans une humiliation, là. Toi, tu le vois, bon, le privilège d'être américain. Il y avait la question, c'est-à-dire que le lien avec le fentanyl et la frontière, selon moi, c'est plutôt lié au niveau des lois américaines, c'est-à-dire qu'en décrétant une espèce d'état d'urgence pour une crise comme celle-là, là, ça lui donne beaucoup plus de levier au niveau institutionnel sans avoir demandé de la permission au Capitole et tout ça. Tandis que s'il n'avait pas fait ça, là, ça aurait été beaucoup plus compliqué de négocier. Donc, c'est simplement au niveau on pourrait dire de la mécanique interne aux États-Unis qu'il a fait référence à la crise du fentanyl pour le Canada aussi. Donc, c'est ça, il le sait lui-même et il l'aurait peut-être fait autrement si les lois américaines n'avaient pas obligé à le faire. Donc, c'est plutôt cette urgence-là n'est que pour débloquer des pouvoirs supplémentaires de son côté à court terme. Peut-être. Et d'ailleurs, moi, je n'approuve pas aucune forme de normalisation d'état d'urgence, que ce soit à droite comme à gauche. Moi, je suis contre, les gens le savent, là, je suis contre le fait d'utiliser les leviers là, qui relèvent de ça de l'état d'exception ou en partie pour quelconque projet politique. Le fentanyl, par contre, oui, prétexte ou non, je pense que c'est assez sérieux. Il y a plus d'Américains qui sont morts du fentanyl que d'Américains qui sont morts au Vietnam. Ça commence à faire des ravages. Vous savez, la Chine est quand même... Ça fait baisser l'âge moyen de vie, là. C'est vraiment pas très beau et on soupçonne la Chine très sérieusement de quand même faire passer du fentanyl là, dans les ports américains depuis un bon bout. C'est très probablement le cas à Vancouver. Donc, c'est carrément un soft power. Probablement que la Chine prend plaisir à faire tuer des Américains. C'est pas une théorie de la conspiration. On a un très bon article, d'ailleurs, à Libromédia, donc il y a un certain âge là maintenant sur le sujet, mais l'article s'intitule « La Chine alimenterait la crise du fentanyl aux États-Unis ». Et quand même, je rappelle seulement une statistique importante, une personne meurt d'une surdose de fentanyl toutes les 7 minutes aux États-Unis. Donc, c'est la première cause de mortalité chez les 18-49 ans. Donc, il est quand même fort probable que les autorités américaines se soient tannées en québécois
Et donc, c'est ça. Selon la DEA, quand même, 96% de tout le fentanyl importé aux États-Unis par courrier international provenait de la Chine. Les cartels mexicains qui seraient de connivence avec ces importateurs chinois pour faire monter ça sur le territoire américain. Donc, c'est quand même, moi, je prends ça très au sérieux. Évidemment, c'est pas moi qui gère ça, là, le dossier du fentanyl, mais c'était assez pour que les médias s'y intéressent de près, là, contrairement à nos grands médias qui s'intéressent plutôt aujourd'hui aux étiquettes là, pour déchiffrer à quel point un produit est canadien ou non. donc, je pense que le fentanyl, c'est grave. Après, il y a toujours un peu de prétexte. Moi, je pense que, je le répète, je pense que Trump humilie le Canada. 10 000 agents qui vont être dispersés un peu dans la forêt. Là. C'est un peu... Justement, par rapport à ça, est-ce qu'on a les ressources? Là, la première chose que j'ai vue, 10 000, ça me paraît énorme. Qui est-ce qu'on va envoyer? Non, mais il va les calculer. Il va demander des papiers. Il a demandé, par exemple, une des concessions de Trudeau, c'est de nommer un tsar justement pour s'occuper de la frontière. Qui sera cette personne conservatrice qui pourrait éventuellement plaire à Trump, qui est dans l'agenda ou dans le carnet d'adresse de Justin Trudeau? Ça, c'est une première chose une personne de confiance d'assister. Et une deuxième, comment une personne qui prend au sérieux les frontières canadiennes peut-il être dans le carnet d'adresse de Justin Trudeau? Non, ben c'est ça. C'est ce que me dit justement Jonathan Hamel dans une entrevue que j'ai réalisée avec lui hier à Oaxaca de Juarez. Bon, hier, on enregistre l'émission un peu d'avance. Donc, je l'invite aussi à lire cette entrevue-là avec Jonathan Hamel qui nous parle, justement, qui nous parle de ce que le Canada devrait faire là, face aux menaces de Trump. Donc, on va voir. Est-ce que ça va tenir le sursis? Je ne sais pas. Puis c'est sûr qu'au-delà de tout ça, le Canada est un immense territoire qui prête flanc. Là. Évidemment, c'est une faille de sécurité énorme malgré tout pour les États-Unis. Ça, c'est sûr. Mais c'est l'armée canadienne qui va devoir... Je ne vois pas comment ils peuvent recruter 10 000 personnes. J'ai vérifié parce qu'au Mexique, c'est très clair. On parle évidemment de la Guardia Nacional, soldats, la Garde nationale, bon, qui est la nouvelle... c'est une sorte de corps militaire qui a été créé spécialement par le président Andrés Manuel López Obrador, un peu en prévision, parce que lui-même, AMLO, le prédécesseur de Claudia Sheinbaum, la présidente mexicaine, lui-même s'était plié aux exigences de Trump. Là. Donc, le Mexique, en 2019, avait accepté de faire la police migratoire des États-Unis. D'ailleurs, moi, ça m'étonne toujours parce qu'on n'a jamais fait le parallèle. C'est-à-dire que le Canada n'a aucune compréhension ni aucune connaissance du Mexique. Et c'est ce que j'ai dans une petite vidéo rapide là, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le Canada s'est habitué à se penser en marge de l'histoire. C'est un pays qui était complètement... qui ne comprenait plus la réalité continentale, en fait. Et là, on redécouvre le Mexique, on redécouvre que c'est peut-être un allié. Personne a même songé à regarder ce qui s'était fait au Mexique en 2019 quand Trump avait imposé des menaces, avait menacé le Mexique d'imposer seulement des droits de 5 % d'ailleurs à l'époque, c'était juste 5 % et ça a été considéré assez important au Mexique pour réagir rapidement. Et donc, c'est pour ça que les Mexicains, disons, gardent leur sang-froid beaucoup plus que les Canadiens. Les couvertures médiatiques sont complètement différentes. Vous le savez, moi, je suis au Mexique actuellement et je suis l'actualité mexicaine, mais je vous le dis, c'est fascinant de constater le traitement médiatique des menaces de Trump. Puis parce que c'est presque en symétrie, c'est 25 % Canada, 25 % Mexique, et là, c'est même exactement les mêmes exigences qu'on impose au Canada et au Mexique, alors que c'est deux réalités complètement différentes. Donc, la couverture médiatique au Canada, c'est une hystérie qui manifeste vraiment un déclin stratégique intellectuel de ce pays-là. Le wokisme nous a habitués à faire passer l'émotion avant la raison, comme le disait d'ailleurs Éric Duhem tout à l'heure. Et je pense qu'on est en train de payer le prix intellectuellement d'années de wokisme fondé sur le ressenti. Là. Non, exactement, mais le problème, c'est aussi que là, dans 30 jours, si c'est pas fait, donc il va pouvoir lui revenir et dire où sont tes 10 000 soldats à la frontière? Ouais. Et de quelle frontière s'agit-il? Je veux dire, il va demander des comptes et là, s'il ne livre pas en 30 jours ce qu'il a promis, mais là, il va pouvoir attaquer sa crédibilité comme interlocuteur. Mais ce qui l'intéresse justement, Francis, dans la mesure où la candidature de Mark Carney est fondée sur la figure du grand négociateur qui va répondre, le capitaine Canada confiant,
qui va être capable de riposter à Trump. Est-ce que les dirigeants canadiens actuels ont intérêt à ce que la crise se règle rapidement? C'est ça la question aussi que je pose dans mon éditorial. Et c'est la même question que pose également Jonathan Hamel dans mon entrevue avec lui. Est-ce que Doug Ford aurait intérêt à ce que rapidement on scelle de nouveaux, pas de traité, mais un nouvel accord? Est-ce que François Legault a intérêt? Parce que ça va lui permettre de masquer évidemment les échecs de son gouvernement, notamment économique. Carney n'a pas intérêt parce que, en fait, si on règle toute la question avec les Américains, la candidature de Mark Carney vient de perdre 50% de sa force, là, quand même. Là. Donc, quand tu disais machiavélique, c'est clair. Là. Mais ou peut-être qu'on peut remonter aussi un peu plus loin pour ce qui est de la question des sentiments politiques au Canada, parce qu'on se rappelle que même Wilfrid Laurier avait bien dit comment la province de Québec n'a pas d'opinion, elle n'a que des sentiments. Donc, comment le sentiment qui prévaut aujourd'hui, c'est le sentiment de peur, d'une part, tu l'as mentionné, et comment, disons, le prisme covidien s'est déplacé vers l'Ukraine et là, vers Poutine. Évidemment, là, ça devient Trump. Mais justement, mais donc, les sentiments sont assez malléables. Une population qui se laisse aller aux sentiments est très vulnérable, elle aussi, culturellement. Donc, elle peut aller aussi du bon bord malgré elle. Est-ce qu'il y a des moyens de faire en sorte qu'on puisse amener les sentiments du bon côté? Bien, c'est un travail de pédagogie. Moi, je pense que ça va être long quand même L'éducation sentimentale. Mais pas juste sentimentale. On vient à la raison. Tu sais, Libre-Média s'emploie à faire ça, c'est-à-dire, Donald Trump, oui, il est excessif. Moi, je suis déçu en passant, là, les projets annexionnistes, moi, je ne m'attendais pas. Là. Il nous a vendu un isolationnisme, mais là, on comprend que l'isolationnisme américain passe par le retour d'une doctrine Monroe 2.0. Donc, le repli des États-Unis sur eux-mêmes va passer par une plus grande hégémonie dans les Amériques. Remarquez qu'il y a une logique à ça. Là. C'est-à-dire, au lieu d'aller faire n'importe quoi en Irak, on va commencer par consolider le canal de Panama. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement logique là-dedans. Après, la manière... Mais il y a aussi la question, justement, à l'intérieur, il y a les relations extérieures et les relations intérieures. S'il veut imposer un libertarianisme libre-échangiste, est impossible. Donc, il va aller vers un libertarianisme et une concentration sur les pouvoirs régaliens au sein même des États-Unis. Mais pour permettre ça, il faut y avoir des frontières disons, très étanches, qui permettent de garder à l'intérieur tout ce beau monde. C'est-à-dire, les règles du jeu sont ainsi, mais sur ce territoire. Et à l'extérieur du territoire, là, nous, il faut protéger un peu ce safe haven, là, ce lieu un peu protégé. Donc, mais c'est sûr. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, dans une optique de libre marché à l'intérieur des États-Unis, une nécessité, et même on parle d'abolir l'impôt fédéral sur le revenu, là. Les individus vont peut-être arrêter de payer des impôts aux États-Unis au fédéral, ce qui veut dire que dans certains États, même par exemple la Floride, il n'y aura même plus d'impôts à aucun, il ne restera que des taxes municipales à payer. Donc, pour pouvoir permettre une telle liberté d'entreprise à l'intérieur du cadre, il faut aller chercher de l'argent ailleurs. Et est-ce que ce n'est pas justement une bonne stratégie pour permettre cela que d'imposer à ces partenaires commerciaux des règles du jeu pour eux? Et finalement, s'ils veulent faire partie de nous, ils n'ont qu'à le faire. De toute façon, c'est de leur faute s'ils ne deviennent pas le 51e État. Ben, c'est possible. En même temps, ma liberté s'arrête où commence la tienne. C'est-à-dire la liberté des Américains, des gens de Floride, ne doit pas être préservée au détriment de celle des Mexicains et des Canadiens. Il y a quand même... il n'y a pas que les Américains non plus dans le monde. Cela dit, mais cette responsabilité des deux peuples extérieurs des États-Unis revient aux dirigeants de ces pays-là. Donc, c'est pas... les Américains ont des responsabilités quand même au Mexique. Ça reste un pays quand même prédateur, les États-Unis. Là. Soyons clairs, ils vendent à peu près tout l'équipement militaire des cartels est vendu par des grandes corporations d'armes. Il faudrait que les Américains, d'abord, commencent par arrêter de vendre des tanks à des cartels. Là. C'est quand même ça qu'on a vu. Tous les lances. Et aux talibans aussi. C'est ça. Donc, pour le dire très simplement, les Américains ont foutu à la marde dans plusieurs endroits. Là, donc là, c'est pour ça qu'on aimait quand même Trump, sa rhétorique autour
finalement d'un retour La liberté d'expression, la liberté mais aussi économique et tout ça. La fin de l'interventionnisme cow-boy aussi, c'était ça qui nous promettait Trump. Là, c'est l'annexion, mais une vision cohérente. J'ai fait 2 entrevues avec des experts de géopolitique mexicains. Et quand même, c'est sûr que la Chine pousse beaucoup trop dans les Amériques, là, du point de vue américain et même du point de vue canadien. Je ne pense pas que les Canadiens non plus aient intérêt à ce que la Chine mette ses pions un peu partout sur le continent. On sait qu'il y a un énorme port qui a été construit récemment, un port chinois au Pérou, là, près de la capitale. Donc, puis on sait que la Chine est en train de creuser d'autres canaux, là. Donc, je pense que les États-Unis doivent quand même repousser l'influence chinoise dans les Amériques sans de renouer avec un impérialisme là, qui est celui de la doctrine Monroe. On rappelle, la doctrine Monroe, c'était la doctrine qui voulait que les États-Unis, finalement, considéraient l'Amérique comme sa cour arrière. Là. Bon, c'est un peu exagéré. Donc, il y a des raisons à ça. Nous, on s'emploie à décoder, à analyser. Je pense qu'il faut juste revenir à des raisonnements plus rationnels. Bon, on parlait d'énergie punk tantôt, c'est pas exactement ça, là. Mais là, on est plus dans le marketing politique. Mais je pense une vision globale, globale de l'être humain. Il faut réapprendre aux Canadiens à penser froidement. C'est-à-dire le ressenti, c'est pas ça qui va. C'est pas stratégique. Là. Je pense qu'il faut revenir aussi à la géopolitique, c'est la géographie. Mais les deux, c'est-à-dire, par exemple, le ressenti, regarde le ressenti prenons l'Amérique latine, deux pays, Centrale et Amérique latine, le Salvador, Bukele et Javier Milei en Argentine. Et d'après moi, ils vont bénéficier de la présidence Trump de par leur proximité idéologique, mais ils s'inscrivent un peu dans le même courant culturel d'un retour de la jeunesse conservatrice qui recherche contre l'État, qui recherche, quoique ça se déploie de manière différente au Salvador et en Argentine, mais il y a quand même une espèce de volonté de libération par rapport à un État trop fort pour ce qui est de Javier Milei et qui s'inscrit un peu dans le schéma trumpien. Est-ce que dans les relations extérieures, Trump sera aussi sévère avec un Javier Milei ou un Bukele, selon toi? Non, ben justement, non, il ne le sera pas, il ne l'est déjà pas. Comme le dit Jonathan Hamel dans notre entrevue, c'est que Trump fonctionne beaucoup sur le principe de l'allégeance, malgré tout. C'est pour ça qu'on lui dit, qu'on lui donne des... c'est l'empereur. C'est ça, des ambitions impériales. Donc, il faut faire un peu allégeance à l'empereur. Donc, un peu comme les milliardaires autour de lui l'ont fait là, durant cette fameuse cérémonie d'assermentation, qui est interprétée comme un sommet de le renouveau de l'oligarchie aux États-Unis. Moi, ça me fait sourire parce que c'est pas comme si les États-Unis n'avaient pas été oligarchiques sous Biden. Donc, tout d'un coup, les États-Unis d'Amérique seraient oligarchiques. Bon, là, franchement, honnêtement, même depuis le tout début, on pourrait remonter ça au père fondateur de l'oligarchie américaine. Et c'est pas comme s'il n'y avait pas d'oligarchie au Canada non plus. C'est pas comme s'il n'y avait pas d'oligarchie en France ou franchement. D'ailleurs, il y avait un grand financier français derrière Trump aussi au Capitole, au Congrès, je ne sais plus. En tout cas, à Washington. Donc oui, pour te répondre, non, je pense que ceux qui font allégeance, pour le dire aussi simplement, là, à Trump, vont s'en tirer mieux. Évidemment, Justin Trudeau n'a pas prêté allégeance. Poilievre ne doit pas non plus se soumettre, évidemment, aveuglément. Il faut rester digne à travers ça. Mais il faut être rationnel, il faut être froid, un peu comme Danielle Smith le fait, la première ministre de l'Alberta. Puis recommencer à agir de manière stratégique et non émotionnelle. On est carrément là-dedans. Le Canada est plongé dans une sorte de détresse émotionnelle et ça se manifeste dans les journaux, c'est-à-dire des gens qui ne parlent... Il y a un danger aussi à laisser un gars comme Trudeau qui est détesté par Trump, c'est-à-dire qu'il va, même s'il lui donnait tout ce qu'il voulait, il va quand même vouloir en faire un exemple de non-allégeance idéologique. Donc, il va vouloir l'humilier de toute façon, peu importe ce qu'il fait. Là. Et tous les Canadiens vont payer de cette inimitié personnelle qu'il entretient avec le personnage. Oui, mais Trudeau a étiré, évidemment, la sauce. Là, ça fait longtemps qu'il aurait dû quitter. Il y a beaucoup de nuits au Canada. Ça s'est rendu un euphémisme. Le Canada est en chute libre sur la scène internationale comme sur le plan intérieur. À différents niveaux. On le sait, là, évidemment, il y a eu la COVID, tout ça. On me demandait en France, un journaliste, qu'est-ce que je trouvais
s'il y avait un seul point positif que je trouvais au bilan de Trudeau, et j'ai été incapable, honnêtement, d'en trouver. J'ai évoqué, vaguement la réconciliation, mais encore là, la fameuse réconciliation avec les Autochtones a été entachée par les espèces de fake news sur des fausses communes. On a traité ça en Libre Média au moins 2 fois. Donc, ces fameux, ces fausses communes où on aurait enterré des enfants autochtones qu'on a victimes de génocide. On a vu que c'était basé, c'était presque une théorie de la conspiration de gauche, et Trudeau a laissé aller ça. Donc, j'ai essayé de me faire l'avocat du diable. Donc, j'évoque les Autochtones. Encore là, non, je ne suis pas tout à fait convaincu. Certains évoquent la légalisation de la marijuana. Moi, je ne suis pas un consommateur personnellement. Est-ce que c'est positif? Je ne suis pas convaincu non plus. Mais si on pense aussi, par exemple, le laxisme par rapport aux drogues, ben, c'est la crise du fentanyl. Si on pense la consommation de drogue comme un continuum qui passe de la drogue la plus insignifiante, disons la plus faible, avec une recherche de degré d'intensité, peut-être que ça peut mener jusqu'au fentanyl éventuellement avec la. Donc, il y a une politique de restriction par rapport aux drogues en général. Disons que c'est pas ce que Trudeau a fait. Donc, il y a peut-être à ce niveau-là encore, disons, une régression de la situation canadienne qui nous met en porte-à-faux avec la gouvernance actuelle aux États-Unis. Oui, en même Mais temps, enfin, ça va nous prendre 10 000 agents pour aller. Donc, peut-être qu'il fallait libérer les policiers du fardeau du contrôle de la marijuana pour en envoyer 10 000 sur le long de la frontière. Ouais. On va voir. Il va faire la conscription. Peut-être qu'on va avoir à faire de la conscription, qui sait, pour trouver 10 000 soldats comme ça, bang. En tout cas, j'ai hâte de voir comment il va s'en sortir. Mais même ça, on dirait que même les médias dont tu parles dans ton éditorial disponible sur libre-media.com, ils n'ont même pas l'air de s'intéresser à comment le gouvernement actuel va livrer la marchandise sur les promesses qu'il vient de faire. Donc, on n'est vraiment pas bien orienté et on ne pose pas les bonnes questions en ce moment dans les médias, d'où la nécessité les médias plus libres, dont Libre Média fait partie, ou espère le faire, chers auditeurs. Un article, un éditorial disponible sur Libre Média, le cadeau de Donald Trump à l'establishment canadien. Un article que tu as écrit, Jérôme Blanchet-Gravel. Alors, Jérôme, en terminant, puisque tu es parmi nous et que nos auditeurs s'en ennuient, est-ce que tu as trouvé un grand enjeu de la semaine? Tu nous as dit que tu lisais ces temps-ci beaucoup la presse hispanophone et mexicaine en particulier. Je ne sais pas s'ils sont... Tu en as fait l'éloge, et donc j'imagine qu'ils s'intéressent aux vrais grands enjeux de leur côté. Mais qu'est-ce que tu as pensé un peu du traitement de l'actualité là, de notre côté de la frontière ici au Québec dans cette semaine très agitée au niveau des relations internationales? Ben écoute, comme je te disais, c'est la peur qui prédomine, mais j'étais assez fasciné quand même par le dossier du Journal de Montréal sur les snowbirds qui tourneraient le dos à la Floride en raison seulement des politiques de Trump. Donc, le Journal de Montréal qui nous parle régulièrement de désinformation, mais qui invente... Rien à voir avec la faible taux du dollar. Non, exactement. Bon, ça a été mentionné, mais dans d'autres articles. Donc, tu en as au moins 3 au JDM où on invente littéralement que ces gens-là quittent pour des raisons politiques, comme s'ils étaient guidés simplement par leur conviction. Évidemment, il faut voir le style caricatural et même clownesque de ces articles-là, où des gens, en sandales et en short, là, ils sont photographiés là, devant leur résidence qu'ils vont quitter. Donc, des grands médias qui nous parlent de désinformation, mais qui en font, écoute, à un degré qui est devenu parodique. Donc, il y en a eu plusieurs. Bye bye Florida, cet homme d'affaires québécois à la retraite quitte le pays de Donald Trump. Jean Deveau ne veut plus dépenser ce dollar dans un pays qui nous ne respecte pas. Donc, il y a aussi, Éric Duhem a évoqué la fameuse une du Journal de Montréal, où quand même où on présente le portrait de Donald Trump et c'est écrit stupide en anglais. Je ne sais pas comment on peut prétendre au Journal de Montréal qu'on représente l'intelligence par rapport à l'imbécilité là, américaine et celle de Trump, qui est un personnage qu'on critique, mais quand même, j'aurais quand même fait preuve d'un peu plus de retenue. Donc, non, écoute, on atteint des niveaux qui sont parodiques et faut le dire, c'est pas la première fois que je le dis, mais le Journal de Montréal se distingue. D'abord, c'est un tabloïd, c'est pas exactement un journal. Et plus que jamais, on est dans... c'est une chute, là. C'est une chute intellectuelle, là. Écoutez, là.
Et avant de se laisser, j'attire l'attention de nos auditeurs sur une vidéo qui a été publiée dans le cadre du Le Montage, qui autour d'un portrait cinématographique de Maxime Blanchard et de ses différentes perception du Québec depuis l'étranger, lui qui habite à New York. C'est un professeur de littérature et auteur de plusieurs livres, dont La mère patrie. Alors, c'est quelque chose de très artistique. Le montage, c'est une playlist pour employer l'anglicisme, très, très artistique, où est-ce qu'on essaie de montrer que, oui, les partisans de la liberté peuvent aussi faire de l'art, faire du cinéma presque de genre. Et bon, vous pouvez laisser vos commentaires là, dans la zone description, dans la comment section sur YouTube. Et le texte complet, puisqu'il s'agit d'un texte qu'il a écrit, de lui-même spécialement pour cette production, va être disponible bientôt sur Libre Média ou libre-media.com. Et pour ceux qui voulaient aller encore plus loin, l'épisode de la semaine dernière du Libre Podcast, j'étais en entrevue avec lui pendant 30 minutes pour parler de sa vision du Québec et des différentes qualités et défauts. Fierté et honte sont deux sentiments qui, pour lui, sont complémentaires et nécessaires pour pouvoir bien se vivre. Et donc, c'est un complément aussi à notre conversation qu'on a eue, Jérôme, durant ce podcast, notamment avec Éric Duhem au départ, qui parle de la nécessité de dépasser les sentiments, mais peut-être aussi de vivre les bons sentiments par rapport aux bonnes réalités. C'est aussi peut-être ça, l'éducation sentimentale. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous êtes également invité à nous rendre visite au libre-media.com, sur X, TikTok, ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre par l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Alors, Jérôme, bon week-end et bonne semaine à toi, puisqu'on va se revoir dans 2 semaines. Bon week-end à tous, oui. Et à vous tous et toutes, merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.